C'est qu'au nom des montagnes de France, on essaye toujours de construire un grand discours national unificateur dont on a absolument besoin d'un point de vue politique, enfin de celui des acteurs pour agir, pour s'unir, pour faire passer des intérêts, mais qu'à chaque fois qu'on rentre dans le discours et qu'on rencontre ces acteurs qui sont porteurs de cette demande, eh ben, on ne peut faire que le constat de notre diversité, de nos différences et peut-être aussi parfois de nos divergences. Je peux revenir sur le sujet, mais les montagnes de France, c'est aussi le constat de cette spécificité qui, à chaque fois, doit être redéclinée en sous-spécificité. C'est-à-dire que chaque massif est à la fois différent du reste du territoire national, mais aussi très soucieux, et il a raison d'affirmer ce qui le distingue de son voisin, et surtout quand il s'agit de grands massifs. Et puis le deuxième point, c'est cette interpellation qui était celle de la conclusion et demain, qui est une interpellation prospective, pour laquelle il me semblait pouvoir faire le constat qu'on avait entendu trois formes de conviction vis-à-vis du futur. La première, c'est que demain, il nous faudrait encore et toujours affirmer ce qu'on est, pour rester la montagne et pour rester en quelque sorte dépositaire d'un droit à la montagne, ce que j'ai appelé la réaffirmation ontologique de soi-même, voilà, la réaffirmation de soi. Donc, devant le futur et devant le changement, se réaffirmer soi-même. Deuxième attitude, devant le futur et le changement, s'adapter et être dans une sorte d'ajustement par innovation de son métier, son produit, son marché, ses comportements, ses choix de vie, dans une sorte de ruse. C'est plus compliqué, c'est différent, mais je trouve quand même mon chemin, et ce qui est une attitude assez fortement montagnarde en effet. Et puis, troisième attitude, et c'est celle qui peut-être est la plus importante pour demain, l'invention. Celle qui consisterait à dire, si les changements sont profonds, alors les montagnes de demain seront aussi profondément différentes de celles d'aujourd'hui. Les montagnes d'aujourd'hui, on a beau en faire des quasi-objets magiques, hein, c'est quand même des territoires qui aujourd'hui bénéficient d'une formidable aura, d'une formidable réputation de qualité, de bonheur, de plaisir, etc. Elles sont toutes, dans leurs différences d'ailleurs, le produit d'un moment, d'une époque et d'une économie. Alors effectivement, j'ai pu rappeler très lointainement le rôle des ordres monastiques, qui correspond à une révolution aux alentours du Xe et du XIe siècle, parce que c'est celle du peuplement d'un certain nombre de ces montagnes. J'ai pu rappeler, en glissant rapidement dans l'histoire, le rôle de l'invention du système agro-silvopastoral, qui n'est pas de toute éternité, qui est une vraie invention du XVIe, XVIIe siècle, qui s'est mis en place au temps moderne. J'ai pu rappeler l'invention des grandes forêts royales productrices de mâts pour la marine, et ça donne ces superbes massifs, pas tous les superbes massifs, mais un certain nombre d'eux. Et puis la révolution de l'hydroélectricité, de l'or blanc, c'est-à-dire du tourisme, etc., etc. Pour déboucher sur la question suivante, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer d'aussi profond et d'aussi radical et d'aussi marquant aujourd'hui? L'hypothèse que j'ai proposée, c'est que soit nous sommes en plein dans l'invention, et c'est, disons pour le dire vite, celle d'un éco-développement, qui met le monde du vivant au cœur des modèles de demain, tous les mondes du vivant et tous les modèles de demain. Et on est en plein dedans, sauf qu'on a l'impression qu'on aurait dans ces conditions pas complètement pris la mesure de l'invention, en continuant à la considérer un peu comme une série d'innovations, de petits ajustements, de petites conquêtes. Si c'est une invention, alors le basculement doit être reconnu comme profond dans ses logiques même. Ou alors on n'y est pas, c'est autre chose qui va venir. Et je suis tout aussi défaillant que n'importe qui parmi nous pour dire ce que sera le monde de demain. Mais j'ai une seule certitude que je n'ai pas dit en conviction, c'est que les modèles, parce qu'on a toujours besoin de modèles, une sorte de référentiel, de conception du monde qui fait avancer l'inventeur individuel et puis ensuite la société qui... les modèles aujourd'hui sont du côté du monde du vivant. Ils sont du côté du vivant d'une façon générale. Alors qu'au XIXe siècle, et aussi une grande partie au XXe, ils étaient du côté de la technologie et de la machine. Je pense qu'on voit bien comment le vivant aujourd'hui est en train d'alimenter les inventions et beaucoup plus que les innovations.